lancement de la distribution des masques dans les écoles, collèges et lycées. Ce sont près de 2 millions de masques qui ont été offerts en présence de la ministre de l'Éducation nationale. Et puis manifestation dans les rues de Niamey, la capitale du Niger, après que le candidat de l'opposition, Mahaman Ousmane, a revendiqué la victoire à la présidentielle au lendemain de l'annonce officielle des résultats provisoires par la commission électorale, donnant au vainqueur Mohamed Bazoum. Bonsoir et bienvenue dans le journal. L'OMS, l'UNICEF et la FIMADA font un don de près de 2 millions de masques et plusieurs kits de protection contre le coronavirus au ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. La cérémonie s'est déroulée au collège moderne Sogefia de la commune d'Abobo et ce sont près de 2 millions de masques qui ont été offerts. Alassane Drabo. L'OMS, l'UNICEF et la Fédération internationale de Maracana et disciplines associées aux côtés du système éducatif pour faire barrière à la Covid-19. Ces trois entités offrent à l'école plus de 2 millions de masques réutilisables, 900 000 cahiers d'exercice et 6 000 dispositifs de lavage de mains. Ce qui nous préoccupe, les effets autour de cette pandémie qui peuvent affecter les écoles. Et les absences scolaires affectent non seulement l'éducation de l'enfant, on le sait bien, mais aussi la santé, l'égalité et le développement tout simplement de l'enfant. Et les fermetures de classes suite à ces pandémies perturbent naturellement tous les services qui sont offerts autour de l'école. Lancée le 12 février dernier, la campagne de remobilisation des acteurs de l'école vise à briser la chaîne de contamination. À l'école, ces 3 dernières semaines, 1115 cas de contamination ont été recensés. Un chiffre alarmant qui rappelle l'impérieuse nécessité de respecter les mesures barrières. Désormais, plus aucun élève n'aura accès aux salles de classe sans son masque. Nos partenaires ne font donc pas les choses à moitié. Pourtant, tous leurs efforts seraient vains si nous n'avons pas, pour notre part, conscience de nos responsabilités. Je voudrais engager chacun et chacune à prendre toute sa place dans la lutte contre la Covid-19 en milieu scolaire. L'école ivoirienne, dont la vitalité n'est plus à démontrer, ne pourrait baisser la garde face à ce niveau de défi. Elle doit être à l'avant-garde des bonnes pratiques pour insuffler une dynamique nationale positive face à cette maladie pernicieuse. Les élèves présents à la cérémonie promettent de mettre en pratique tous les conseils. Je suis très touchée par ce qu'ils ont donné. Là, ça va pouvoir nous protéger. On va prendre pour nous se protéger du coronavirus parce qu'il touche toute personne, ceux qui ne se protègent pas. Je vous remercie de nous avoir donné ces masques qui vont nous protéger de la maladie à coronavirus. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte 32 124 cas de Covid-19, 31 096 guéris et 188 décès. Face à la résurgence de l'épidémie constatée dans le pays ces derniers jours, le contrôle de l'application des mesures a été renforcé. Le coronavirus, parlons-en. Le Ghana a reçu la première livraison mondiale du vaccin gratuit. Le dispositif COVAX a destiné à fournir les pays à revenus faibles et intermédiaires à expédier 600 000 doses AstraZeneca Oxford à Accra. Le Ghana, pays anglophone d'Afrique de l'Ouest, a enregistré 80 759 cas de coronavirus, dont 582 morts dus au Covid-19. Retour en Côte d'Ivoire pour parler de pêche. La pêche artisanale qui demeure une activité peu pratiquée par les Ivoiriens et pourtant c'est un secteur vital. L'année dernière par exemple, la pêche artisanale a permis d'écouler sur le marché depuis le port autonome de San Pedro 1300 tonnes de produits frais sur le marché grâce aux pêcheurs bien entendu. Notre reporter Sam Conan est allé à la rencontre de ces pêcheurs. Qui sont-ils? Comment la pêche artisanale est-elle pratiquée? Avec quels moyens? Dans ce reportage, vous comprendrez. Port autonome de San Pedro. Nous sommes dans la zone d'exploitation du port des pêches qui s'étend sur 4 hectares. Ici se pratique la pêche dite pêche artisanale avec des pirogues motorisées qui s'étendent à perte de vue. Quand on dit un port artisanal, le caractère artisanal est lié au caractère des pirogues. C'est des pirogues artisanales. Bien sûr qu'elles sont motorisées, mais ce n'est pas des chalutiers. Qui pratique la pêche artisanale? Le majorité, on a les Fanti et puis les gens de Nungo là aussi. Avant d'aller en mer, il faut préparer la pirogue. Plus de 400 pirogues motorisées
partent en mer de jour comme de nuit à l'assaut des poissons. Quand on va aller à la pêche, on a tout dedans. Hein. On a des fourneaux, on a des machettes, on a des couteaux, il y a des autres qui prennent gaz pour aller, on prend les charbons et puis la nourriture. C'est ça, on prépare pour qu'on puisse manger avec ça sous l'eau, pour qu'on puisse avoir la force pour pêcher. Tu vois les caisses qu'elle a, on met la graisse dedans et puis on prend notre carburant, tout ça là, quand on rentre sous l'eau, on perd les sardines ici pour aller à la pêche. Une fois sur l'eau, la pêche artisanale peut commencer. On coupe les appâts, on met au bout des hameçons et puis on lance dans l'eau. Mais avant de partir, on a des sondaires, on a GPS, tout ça, c'est ça qui nous indique. Ici, il y a des rochers, ici, il y a des poissons. Ça nous permet à pêcher rapidement. Voilà, donc c'est comme ça. Comment acquérir une pirogue et combien coûte-t-elle? La pirogue, il y en a, on achète en Côte d'Ivoire ici. Il y en a aussi, on achète au Ghana. Il y a des pirogues de 2 millions, il y a des pirogues de 1,5 million, il y a des pirogues de 1 million, il y a des pirogues de 4 millions. Le moteur, ça coûte 2,3 millions. Maintenant, ça c'est 40 chevaux. Maintenant, le 15 chevaux, il coûte 1,6 million. Et la pêche artisanale, c'est un pêche, on peut dire sur Tomora. Tu peux faire la dépense de 500, 400 000, tu sois à zéro. Il y a des moments aussi, si Dieu était deux aussi, tu peux gagner aussi. Les pêcheurs ont le souci de protéger les alevins. Il y a des filets, quand on rince, quand on trappe petit poisson, là, on le laisse. On ne le garde pas, c'est-à-dire on doit le laisser pour qu'il puisse grandir. Donc les groupes qui sont dedans, qui sont autorisés de pêcher, c'est ça que nous on envoie. Il est 8 heures. Titi fait partie de la communauté ghanéenne des pêcheurs. Comme chaque jour, il revient de la pêche après avoir passé plusieurs jours en mer. Ils sont quittés ici, aller 2 km. Maintenant, ils ont fait 3 jours pour arriver là-bas. Pour quitter là-bas, pour pêcher, tout, ça fait 5 jours pour retourner, pour venir. Avant le débarquement, Titi doit remplir certaines formalités. D'abord, le contrôle de ses papiers qui l'autorisent à pratiquer la pêche. Un contrôle effectué par les agents de la police maritime qui assurent la sécurité. Je vous aperçois, oui, avancez. Nous veillons aussi sur l'application stricte des règles en matière de pêche. Donc là, la vedette arrive, tout à l'heure on va passer au contrôle documentaire et puis après nous allons sécuriser tous les débarquements. Ensuite interviennent les agents du ministère des Ressources animales et halieutiques qui doivent inspecter les poissons pêchés. Quand la pirogue arrive, dès qu'on ouvre la caisse, on regarde d'abord l'état de la glace, la couleur de la glace. Et dès qu'on commence à faire sortir le poisson, on voit la fraîcheur avec le thermomètre. Ce thermomètre-là nous permet de déterminer si ça a été bien glacé ou pas. Maintenant, on prend un poisson, un échantillon, dans ce qu'on a vu, et on voit la fraîcheur, si ce n'est pas altéré avant que les gens ne glacent. Mais en temps, on s'assure que le poisson se fait par type ou par espèce. Une fois la qualité du poisson certifiée, c'est l'étape de la pesée. La pesée sert à faire les statistiques, pour savoir quel type de poisson nous avons reçu ce jour. Et surtout dans cette pirogue, la pirogue que nous venons de débarquer. Et donc, en ce moment, on vient de peser 100 kg de céréales. Et on a donné au propriétaire, c'est-à-dire à la marailleuse, qui va reconditionner. Donc nous procédons à la pesée pour pouvoir délivrer les redevances, les tickets, parce que toutes ces activités-là sont assujetties à des redevances. Et nous prenons aussi les espèces, parce qu'après nous élaborons les statistiques pour savoir un peu les différentes qualités de poissons qui passent par le port. Quelles sont les variétés de poissons qui sortent du port de pêche de San Pedro? On a les sardinelles, on a les thons, les différentes espèces de thon, thon boni, thon albacore. Et puis on a les poissons nobles comme le mérou blanc, le mérou noir, les capes rouges, les dorades. On a les pageaux, les brochets, les capes blanches, les sols, les sosos. Voilà, capitaine. Après la pesée, les marailleurs vendent le poisson à des grossistes qui, à leur tour, expédient tout le poisson ou presque sur Abidjan.
En plus du port de pêche artisanal, la Direction générale du port autonome de San Pedro envisage de créer un port de pêche semi-industriel pour satisfaire la demande. On a en projet la construction d'un port de pêche semi-industriel qui va accueillir plus de chalutiers. Ça ne veut pas dire que le port artisanal va disparaître, on va le déplacer ailleurs. En 2020, 1300 tonnes de produits frais sont sortis du port de pêche de San Pedro. La pêche artisanale est un secteur vital. La Direction générale du port de San Pedro invite les jeunes Ivoiriens à s'y intéresser davantage. L'entrepreneuriat féminin est toujours d'actualité. La Jeune Chambre internationale Abidjan-Ivoire a procédé au lancement du programme de formation Femmes G6, Femmes Leaders. Un programme qui vise à renforcer les capacités des femmes en vue de faciliter leur autonomisation. Les femmes africaines face aux défis du numérique, c'est le thème du programme de formation dédié à 40 femmes sélectionnées dans divers secteurs d'actualité. Le reportage de Noussangaré commenté par Clément Boko. Encourager le leadership et l'entrepreneuriat féminin. C'est tout le sens du programme de formation Femmes G6, Femmes Leaders. Un programme initié par la Jeune Chambre internationale Abidjan-Ivoire à l'intention de la gente féminine. 40 femmes sur 98 sélectionnées dans divers secteurs d'activité sont concernées par ce projet. Ce sont des femmes qui sont en activité, certaines sont étudiantes. Dans tous les cas, ce sont des femmes porteuses de projets ou des femmes entrepreneurs. Nous avons initié ce projet qui fait maintenant 10 ans. 10 ans, nous avons formé des femmes, gratuitement des femmes, sur plusieurs thématiques qui partaient d'abord de l'inclusion financière, de l'agriculture, l'agro-industrie. Et pour cette année, nous avons décidé de pouvoir former les femmes sur le digital. Les femmes africaines face aux défis du numérique. Thème de cette conférence. Une thématique pour renforcer la capacité technique et opérationnelle des femmes dans le digital. Selon la conférencière, le numérique se positionne aujourd'hui comme un outil important pour l'autonomisation de la femme. C'est pourquoi elle les invite à développer leurs compétences dans le domaine du numérique. Si les femmes ne sont pas instruites, il sera difficile à ces femmes-là de pouvoir prendre leur place dans le numérique. Et il faut d'abord l'alphabétisation, renforcer les capacités dans le domaine du numérique, dans le domaine du digital, dans le domaine du e-commerce, du e-paiement, dans le domaine de l'écriture. Parce que le numérique aujourd'hui permet à ces femmes-là d'exposer toutes les richesses culturelles sans avoir à se déplacer. C'est-à-dire si vous êtes une femme qui est dans le domaine, on va dire, de la maroquinerie, que vous faites par exemple des chaussures à partir de certains produits qui sont africains, vous pouvez les vendre à partir du numérique dans tous les pays que vous voulez. La conférencière invite également les autorités à la mise en place d'un traitement préférentiel en vue d'encourager la gente féminine au rendez-vous d'affaires. Ce programme de formation dédié aux femmes est à sa 10e édition. Hors de chez nous, manifestation dans les rues de Niamey, la capitale du Niger, après que le candidat de l'opposition, Mahaman Ousmane, a revendiqué la victoire à la présidentielle au lendemain de l'annonce officielle des résultats provisoires par la commission électorale donnant pour vainqueur Mohamed Bazoum. L'accès au réseau Internet était très réduit aujourd'hui matin dans la capitale Niamey et à Zinder, deuxième ville du pays. Mardi, la commission électorale nationale indépendante, la CENI, a donné Mohamed Bazoum vainqueur de la présidentielle avec plus de 55% des voix selon des résultats provisoires qui doivent être confirmés par la Cour constitutionnelle. Avant cette annonce, l'opposition avait déjà dénoncé un hold-up électoral et demandé la suspension de l'annonce des résultats. Et pour finir, sachez qu'au Niger, des obus tirés mardi par des djihadistes sur Maiduguri, capitale de l'État du Borno, un des derniers bastions sécurisés dans le nord-est du pays, en proie à une insurrection depuis 10 ans, ont fait au moins 16 morts et des dizaines de blessés, selon un nouveau bilan communiqué aujourd'hui même. La veille, un premier bilan avait fait état de 10 morts et 21 blessés. Maiduguri, un des derniers bastions sécurisés dans l'État du Borno, épicentre de l'insurrection djihadiste au Nigeria, est sporadiquement ciblé par des attaques. En juillet dernier, des djihadistes avaient également tiré des roquettes depuis l'extérieur de la ville, tuant 4 personnes et faisant 3 blessés. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.